Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'évolution humaine pour vous expliquer pourquoi les Africains, et j'en ai déjà fait des vidéos sur ce thème, pourquoi les Africains ont les records dans tout ce qui est course, sprint. On va parler des sprints jusqu'à peu près aux 40-50 km. À ce moment-là, quand on dépasse cette longueur, ce kilométrage, on va se retrouver avec des Eurasiens, donc des Européens, des Asiatiques, et parfois des habitants de zones désertiques, semi-désertiques, comme les Maghrébins, ou même parfois on pourrait en avoir des gens du Moyen-Orient, mais pour le moment ce sont des Maghrébins, qui peuvent des fois aller sur les super trails. Alors pourquoi les Africains subsahariens sont les meilleurs en sprint? Alors ce sont des adaptations, bien sûr, à la chaleur, puisque les premières pressions sélectives qui permettent de courir vite, ce n'est pas de pouvoir rattraper les gazelles ou de fuir des lions, ça c'est une vision très simpliste de la chose. Non, la première pression sélective, c'est la chaleur et c'est le fait d'éviter la surchauffe. Et tous les habitants de ces régions d'Afrique, en général ou sahéliennes ou tropicales humides, on va dire que les zones sahéliennes baignées de soleil sont en général et quand même c'est relativement abondant en énergie, en nourriture, sont des zones qui favorisent un développement et une adaptation à la lutte contre la chaleur qui est aussi valable pour pouvoir courir très vite, puisque la première pression sélective, c'est la chaleur. Donc, les humains sont à la base originaires d'Afrique. On descend d'Australopithèques, et on a divergé des Australopithèques il y a à peu près 3 millions d'années, entre 2 et 3 millions d'années. Tout ça, c'est un peu variable. Il y a eu sûrement encore des métissages. Australopithèque a donné Homo habilis, et Homo habilis a donné la lignée humaine. Et tout ça, ce sont des adaptations à la bipédie, à la marche, et surtout des adaptations pour ne pas monter en chaleur en marchant en pleine journée dans des zones extrêmement ensoleillées et très chaudes, et éviter aux organes, et particulièrement au cerveau, de monter en surchauffe. Alors le corps des Africains subsahariens, et particulièrement le corps de Gout-Gout, dont je vais parler maintenant, Gout-Gout qui est actuellement le coureur à la mode, puisque tu es un junior. Alors Gout-Gout fait tomber les records du sprint un par un, et compte bien devenir l'homme le plus rapide du monde à seulement 17 ans. Je vous lis Le Parisien. Le prodige australien vient de réaliser la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 mètres en 20 secondes et 5 centièmes, un chrono tout simplement meilleur que le record personnel d'Usain Bolt au même âge. Ce contrat estimé à 6 millions de dollars avec Adidas, entraînement aux États-Unis avec le champion olympique Noah Lyles. Voici tout ce qu'il faut savoir du nouveau phénomène du sprint mondial. Alors il a 17 ans, il mesure 1,88 m et il est originaire du Sud-Soudan. C'est-à-dire qu'il est originaire d'Afrique. Et en plus, il a évolué, même s'il est australien, il n'a pas connu l'Afrique. Ses ancêtres ont évolué dans un milieu chaud, où il fallait justement, où il y a eu des sélections génétiques pour ne pas monter en surchauffe, et surtout une autre sélection s'est rajoutée dessus, c'est celle de l'adaptation au lait, puisque les habitants du Sud-Soudan sont majoritairement, ou bon, pas majoritairement, mais en grande partie des éleveurs de bovins, qui ont cette particularité d'avoir une adaptation au lait, et donc de digérer le lactose, et d'avoir par sélection génétique des sélections de mutations entraînant la digestion et l'assimilation du lactose par la création de l'enzyme lactase. Donc ils font partie de ces gens qui peuvent boire du lait, et donc
en buvant du lait et en ayant cet apport de calcium massif sans avoir de diarrhée à l'âge adulte, c'est-à-dire on peut continuer à boire du lait, donc ils ont un apport de calcium massif, ce qui leur permet justement d'être grands, c'est-à-dire de ne pas avoir de contre-sélection, d'élimination des individus ayant des mutations entraînant une prolifération du système osseux qui, s'ils n'avaient pas cette enzyme lactase, cette production d'enzyme lactase, cette mutation permettant de produire l'enzyme lactase, permettant de digérer le lactose, aurait rendu ces gens avec cette capacité à grandir déshandicapés, puisque leur grand squelette aurait été ramolli, puisqu'ils n'auraient pas trouvé assez de calcium dans la nature. Et comme ce sont des éleveurs de vaches, ça a permis de sélectionner des individus grands, c'est-à-dire de ne pas éliminer les individus grands par carence calcique, et les populations ont grandi puisque l'enzyme lactase, les sélections permettant de générer l'enzyme lactase et de digérer le lactose, permettaient de conserver en vie les grands, donc d'avoir des peuples de grands qui buvaient le lait de vache, et qui pouvaient atteindre des grandes tailles. Alors là, on voit le coureur Good, ce jeune homme de 17 ans, qui vaut 6 millions de dollars avec le contrat Adidas, c'est l'avenir de la course. Alors, est-ce qu'il va durer? On ne sait pas, parce qu'il n'est pas à l'abri d'une blessure, il n'est pas à l'abri, la vie, on va dire que le monde fera de lui ce que le monde veut qu'il soit, mais il part avec de bonnes capacités génétiques. Alors, on voit qu'il est issu du Sud-Soudan, et au Sud-Soudan, les types sont tous grands, donc ils peuvent faire de grandes enjambées, comme Usain Bolt d'ailleurs. Lui, il ne vient pas forcément du Sud-Soudan, mais c'est un grand gars, et lui, c'est un Africain, un subsaharien, du Soudan, sahélien, et on voit que les types, voilà, ça c'est un type du Soudan du Sud, un pasteur, et qui sont tous grands, et ils sont tous sélectionnés génétiquement pour être grands, c'est-à-dire qu'il n'y a pas élimination des grands parce qu'ils ont un apport suffisant de lait. Ce sont de grands buveurs de lait, comme les Allemands du Nord, comme les habitants de la Baltique, du Sud-Baltique particulièrement, et même aussi toute cette zone autour de la Baltique où l'élevage bovin a permis, justement, et le fait de boire du lait, de générer des populations très grandes en maintenant des gens qui avaient des génétiques pour être grands en vie, par cet apport calcium et par cette sélection de mutations permettant de digérer le lait à l'âge adulte. Alors on en voit d'autres, vous voyez, ils sont tous le format, là-bas, au Soudan, ils ont tous le format de Good, qui lui n'a pas connu le Soudan, mais c'est tous des coureurs en puissance, capables de faire de grandes enjambées, et tout noir, pour résister, bien sûr, pour ne pas griller au soleil et éviter les érythèmes qui pourraient brûler la peau et faire rentrer des bactéries. C'est un problème, et on voit Good qui est ici, qui est issu de ces peuples, donc un type, un longiligne, vous voyez, Good est un longiligne, un type très grand, qui fait de grandes enjambées, qui en plus a toute une adaptation dont je vais vous parler à la chaleur qui lui permet de mieux courir. Alors, il faut savoir que pour ne pas monter en chaleur en Afrique, qui est le berceau originel de l'humanité, les sélections se sont faites sur la morphologie des individus. Donc, des individus plutôt longilignes, avec un maximum de surface extérieure pour un minimum de volume intérieur, permettant par la sudation d'évacuer la chaleur, par homéostasie, de transmettre l'énergie du mouvement, c'est-à-dire de la contraction musculaire quand on se déplace. Il faut savoir que 70 sur la contraction musculaire, c'est 70% de la contraction musculaire et produit de l'énergie, produit de la chaleur, et 30% va produire du mouvement. Alors on ne parle pas du mouvement du muscle en lui-même, mais des fibres en elles-mêmes. C'est pas économique du tout, mais ça permet de se déplacer même quand il fait froid, même la nuit. C'est un avantage que les mammifères ont su exploiter pour
utiliser cette chaleur qui consomme beaucoup, mais qui permet d'accéder à des espaces caloriques temporaux, comme la nuit, particulièrement, et après des régions au nord. Mais ça, pour les humains, c'était d'abord, ils ont été en Afrique. Ils se sont déplacés, ça leur permet d'être actifs en permanence, donc même à la tombée de la nuit, quand les prédateurs n'étaient plus là. On parle d'un monde d'avant les Homo sapiens, bien sûr, et même d'avant les australopithèques, donc nos ancêtres directs, même des petits mammifères qui ont survécu. Donc ils ont réussi par cette capacité à produire de la chaleur, les dinosaures en produisaient aussi certains, mais à exploiter des zones spatiales et des zones temporelles qui leur permettaient de survivre. Alors, ces adaptations à la chaleur, puisque nous sommes issus de petits primates de taille moyenne. Les australopithèques étaient assez costauds, je vous ai fait des reconstitutions, qui se déplaçaient la journée. On a découvert qu'ils étaient plutôt sans poils sur le corps, ce que j'avais déjà expliqué. Alors ils l'ont trouvé par l'évolution des puces et des poux de corps, donc la distance génétique de ces évolutions entre les poux de certains animaux et les poux des humains. Ils arrivent à calculer les distances temporelles de divergence génétique. On sait à peu près que maintenant les australopithèques étaient peu poilus, en tout cas ils devaient avoir des cheveux, ils ne devaient pas être poilus comme des singes puisqu'ils se déplaçaient la journée, donc ils devaient avoir à peu près une peau noire, plutôt, pour pas griller au soleil, et une sudation de bonne qualité sur tout le corps, donc des glandes sudoripares permettant d'évacuer la chaleur. Plus, eux étaient massifs, mais nous, on s'est adapté ensuite à la chaleur, et l'adaptation optimale dans un milieu africain, c'est un corps longiligne, donc un minimum de surface intérieure pour un minimum de volume intérieur pour un maximum de surface extérieure, un peu comme les radiateurs de moto, vous savez, avec des ailettes, qui permet d'évacuer la chaleur produite par le mouvement, et en plus avec le soleil qui vous tape et qui vous réchauffe, c'est pas évident, donc on va suer et on va évacuer par cette peau qui transpire un maximum de chaleur pour se maintenir à 37-38 degrés de température, en tout cas température, on monte plus chaud à certains endroits, mais température thermomètre, en vérité la température humaine est variable en fonction du corps, certaines parties peuvent mettre à plus de 40, mais globalement quand vous prenez votre thermomètre dans les fesses c'est 37,5 et au milieu du cerveau c'est plus chaud. Voilà, donc c'est intéressant de comprendre ça. Donc ils ont aussi de grands membres, donc de grands membres dits de grandes foulées. Ils ont, en plus d'avoir ces grands membres, toute une morphologie qui est faite pour éviter de produire de la chaleur par contraction musculaire. Donc on va remplacer la contraction musculaire, on va marcher à l'économie, c'est la contraction musculaire produit de la chaleur, par, comme je vous dis, 70% dans la contraction musculaire, 70% de la contraction musculaire produit de la chaleur et 30% va produire du mouvement. Donc on va essayer de limiter la contraction musculaire avec tout un système de tendons et de fascia, c'est-à-dire de tissus élastiques qui vont récupérer d'une façon économique l'énergie dans les surfaces moléculaires de ces tissus de fascia, qui vont rester dans l'étirement, qui vont récupérer de l'énergie pour la restituer lors de la phase de propulsion. Donc, ils vont s'étirer et ensuite ils vont se recontracter. Ils vont s'étirer et ils vont se recontracter ensuite pour projeter l'individu un peu à la façon d'un arc. Ou d'un ressort, lame de ressort de voiture, presque. C'est ça. Donc, vous avez ces tendons, ces fascias, on va les retrouver dans les mollets, particulièrement des Africains, qui ont des mollets très courts, avec un très long tendon calcanéen et des jumeaux, des gastrocnémiens très courts, des solaires relativement courts, et un très long tendon
extérieur en plus, puis évidemment quand vous étirez un tendon, ça produit de la chaleur un peu, moins qu'un muscle, mais comme les tendons sont extérieurs, la chaleur est vite dissipée à l'extérieur et ne se maintient pas dans le corps, ce qui pourrait faire monter les organes, le corps en surchauffe et détruire des organes comme le cerveau qui sont très sensibles à la chaleur. Donc beaucoup de tendons, de très longs tendons calcanéens qui évitent de monter en surchauffe mais qui permettent, le tendon d'Achille, hein, de bien rebondir. On a aussi des ischios très tendineux qui permettent aussi d'éviter que le buste parte en avant à chaque réception, hein. C'est pour ça que quand vous voyez des sprinteurs qui courent, ils se pètent en général quand ils font des accélérations, quand ils arrivent au sol, ils se pètent les ischios ou le grand adducteur, qui est une continuité des ischios qui sont très tendineux, qui empêchent justement, qui récupèrent l'énergie cinétique et qui empêchent, dans leurs fibres élastiques, qui empêchent le buste de partir en avant, en retenant, bien sûr, c'est des muscles, hein, les semi-tendineux, semi-membraneux, hein, et le grand adducteur aussi, qui récupère, qui est très tendineux aussi, qui récupère de l'énergie pour empêcher que le buste parte en avant à chaque réception et qui ensuite permet de repropulser l'individu. Ça, c'est tout un système qui est fait pour ne pas monter en chaleur, mais qui permet aussi par ses tendons de rebondir beaucoup mieux qu'un Européen qui, lui, a perdu ses facultés pour des raisons que je vais vous expliquer. De plus, l'Africain, c'est un peu technique, mais j'aime bien vous la faire technique ce soir. L'Africain, par rapport à l'Européen, a donc de grandes jambes, donc de grandes enjambées, mais il a aussi, et vous allez voir, un truc qui est marrant, c'est qu'il a un calcanéum qui va beaucoup plus loin que... Il a un pied relativement plat, mais un calcanéum qui va beaucoup plus loin que celui des Européens et qui est un meilleur levier pour la course, hein. Donc, calcanéum long associé à de longs tibias et de très courts gastrocnémiens, donc jumeaux, et un très long tendon d'Achille, il rebondit sur ses mollets, alors que l'Européen, lui, ne rebondit pas. Il a des mollets musculaires qui descendent jusqu'en bas, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés d'évacuation de chaleur, hein, et de non-production de chaleur que celui de l'Africain. De plus, l'Africain a cet avantage énorme d'avoir un centre de gravité plus haut pour faire de grandes enjambées, bien sûr, hein, mais surtout pour marcher d'une façon plus économique avec un bloc moteur, hein, dans ces grandes jambes qui sont faites pour avoir un long corps, hein, évacuer la chaleur, mais aussi un bloc moteur près du centre de gravité, hein, comme notre ami Goût-Goût, que vous voyez ici, hein, vous voyez, il a de très grandes jambes, hein, c'est marrant à voir, hein. Voilà, vous avez Goût-Goût ici, avec ses jambes qui n'en finissent plus, ses mollets très courts, hein. Et bien sûr, il a Goût-Goût un fessier très développé, comme tous les Africains que vous pouvez voir dans la rue ou ailleurs, qui ont ce bloc moteur, c'est-à-dire des cuisses peu musclées en bas. Alors vous voyez, Goût-Goût, hein, c'est pas des grosses cuisses en bas de bodybuilder, hein, pas du tout, ou d'haltérophile, hein. C'est des cuisses très peu musclées en bas, tout tendineux sur les ischios et sur les mollets aussi, mais avec un fessier très développé, donc un bloc moteur monté près du centre de gravité, ce qui évite justement d'avoir trop de blocs moteurs dans le bas des cuisses et dans les jumeaux, comme ont les Européens et les Eurasiens, ce qui alourdirait la course, hein. Si vous avez le moteur en bas des jambes, en bas des quadriceps et dans les jumeaux, bah, ça va vous faire comme des lestes de cheville ou des lestes de jambes. Il vaut mieux avoir de grandes pattes, hein, avec un bloc moteur monté près du centre de gravité, donc au niveau des fessiers, pour propulser ces engins d'une façon économique ces engins humains, ces corps humains, hein, afin de pas principalement de courir vite, hein, mais surtout de ne pas monter en chaleur, ce qui est valable pour la course, bien sûr, puisque c'est l'effet qui se coule, c'est l'effet 2 en 1, c'est les pubs quand j'étais jeune. Quand vous montez pas, quand vous avez tout ce système pour pas monter en chaleur, bah, vous courez obligatoirement plus vite, parce que vous avez de grands tendons sur lesquels vous rebondissez, et vous avez de grandes jambes qui vous permettent de faire de grandes enjambées. Donc vous démarrez peut-être moins vite qu'un petit asiatique, qui sont très forts en démarrage, très nerveux, hein, mais vous finissez bien mieux le 100 mètres, hein, et sur le 200, bah, il n'y a plus que des blacks souvent qui gagnent, hein, et au 100,
aussi, et après on les voit même sur les courses de fond jusqu'à 40 km parce qu'ils rebondissent, hein, ils ont des physiques plus petits parce que ce sont des types qui viennent de l'Est de l'Afrique où il y a moins de nourriture et où il y a moins de lait, on n'est pas pasteur à bouffer, parce que des gens qui vivent, les pasteurs comme Gout, originaires d'un peuple de pasteurs, vivent dans des zones de savane, de plaine, avec des herbes où peuvent paître leurs vaches, hein, qui leur donnent la nourriture et qui en fait des gens très grands à cause de cette enzyme lactase qu'ils produisent pour boire du lait. Donc il n'y a pas de sélection des petits. Donc on voit qu'il a un ensemble de sélections, hein, sélection des gènes architectes qui permettent d'avoir une grande taille. C'est des centaines de gènes qui structurent le corps, hein, et la morphologie, hein, de notre corps. Donc ça crée des individus très longs, hein, qui peuvent faire de grandes enjambées et surtout qui peuvent dissiper facilement la chaleur et en plus qui digèrent très bien le lait, donc qui vont permettre d'être grands. S'il y a moins de lait, ils vont être un peu la même morphologie, mais en plus petit, ça sera des longilignes petits et les types du Sud-Soudan, grâce au lait, ce sont des longilignes très grands, hein. Voilà, donc c'est intéressant. Donc de plus, on retrouve chez les Africains des adaptations génétiques dans la tonicité de leurs tendons. Il y a un ensemble de gènes, alors on ne les a pas tous notés, mais certains ont été vus, même ont été associés aussi à certaines mutations. Alors c'était une mutation génétique, hein, donc certains gènes ont été associés à des résistances à la maladie, au paludisme, hein, en modifiant un peu la forme des hématocrites, c'est ça, les globules rouges, mais aussi vont avoir une influence sur la rigidité des tendons, hein, double effet, souvent c'est des effets en cascade, les gènes, ça agit à plusieurs niveaux. Alors il y en a qui agissent qu'à un seul niveau, mais il y en a la plupart des gènes agissent en synergie les uns avec les autres, donc c'est toujours très dur de trouver ce que fait un gène en particulier. On va trouver ce que fait un ensemble de gènes et on affine de plus en plus avec les séquenceurs, bien sûr, et avec l'accès à du matériel pas cher de séquençage, hein. Donc c'est toujours très intéressant à comprendre. Donc ils ont en plus des tendons plus raides que ceux des Européens, hein. Alors surtout les Africains plutôt de l'Ouest qui sont plus massifs, et évidemment les buveurs de lait aussi longs puisqu'ils ne sont pas trop légers. C'est des types, hein, comme Gout qui mesure 1,88 m à 17 ans, donc c'est pas un léger non plus, il est grand même s'il est longiligne, il n'est pas super lourd, mais il n'est pas hyper léger comme un petit Somalien ou un petit Éthiopien. Donc ils ont cette particularité génétique d'avoir des tendons plus raides qui permet une meilleure restitution énergétique pendant la marche, à un certain poids donné, bien sûr, ce qui permet de les propulser d'une façon économique, hein, sur des tendons plus raides, en évitant la contraction musculaire et la montée en chaleur. Ça a tout le temps été oublié, hein. Principale cause de la principale pression sélective en Afrique, c'est la chaleur, c'est la montée en chaleur, c'est protéger les organes, hein, d'une surchauffe due à un milieu très ensoleillé et très chaud. Voilà, donc voilà, c'est intéressant de comprendre ça. Ensuite, on peut se dire, mais pourquoi les Européens ont perdu cette morphologie économique, hein, qui permet de ne pas consommer beaucoup pendant les déplacements et en plus de courir vite pour attraper les gazelles ou fuir les lions? Non, c'est une blague, hein, c'était pour pas monter en chaleur, bien sûr, hein. Non, les Européens en montant au nord, hein, d'abord avec les néandertaliens, les pré-néandertaliens, auxquels les montées successives de Sapiens se sont plus ou moins métissées, prenant les adaptations des néandertaliens à ces climats rigoureux au froid, hein, et en même temps continuant à eux-mêmes avoir des mutations qui leur permettaient de s'adapter à ces milieux rudes au climat froid. Donc, en montant au nord, la première cause, la première pression sélective, ça a été le froid, hein. Et donc le but n'était pas d'éviter de produire de la chaleur, mais justement à ce moment-là de produire de la chaleur et surtout de la conserver. Donc les Européens se sont raccourcis, leur buste s'est épaissi, hein, puisqu'il fallait loger de la graisse dans le ventre, il n'y avait pas de frigo,
hein. On ne trouvait pas forcément autant de nourriture en hiver, ou en tout cas en fin d'hiver. Donc, les Européens ont eu par mutation génétique tout un ensemble d'adaptations au froid, avec un buste plus grand, des poumons plus grands que les Africains, hein, un bide rempli de gras, hein, pour passer l'hiver, hein, donc on maigrissait et on grossait. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des supermarchés partout, donc on accumule du gras dans le ventre et on ne va pas faire un jeûne obligatoire par manque de nourriture en fin d'hiver, et on continue à bouffer et on devient obèse. C'est le problème. Pour les Africains qui montent chez nous, c'est aussi un peu la même chose, puisque eux stockent sur les fesses et ils prennent énormément sur les fesses et sur la taille, et ça fait des trucs énormes aussi, à cause justement du fait qu'on consomme en permanence de la calorie de merde en plus. Donc, en Europe, avec ces montées au nord, il y a des adaptations, un buste plus grand rempli de graisse, poumons plus grands, pour pouvoir produire de la chaleur, puisque la respiration, l'oxygène est le comburant du carbone, hein. Alors bon, avec la graisse, on arrive à produire, à faire un système métabolique qui permet de produire de la chaleur quand on stocke de la graisse, hein, mais il faut des gros poumons aussi, comme le soufflet, hein, que vous mettez dans un feu, hein. Vous savez, les soufflets, c'est de l'oxygène qu'on envoie, donc l'Européen aura un grand buste avec de grands poumons, hein. Il a une capacité pulmonaire plus importante, pas pour respirer plus, mais pour produire à la base plus de chaleur, puisqu'il n'y avait pas de chauffage central quand nous sommes montés là. Donc Néandertal est monté, les sapiens ensuite en plusieurs vagues qui sont arrivés, qui se sont adaptés, qui se sont métissés. Les membres se sont raccourcis, hein. Le but, c'était plus d'évacuer la chaleur, mais de la conserver. Donc, on raccourcit les membres, on a un plus gros buste, on essaye d'avoir un minimum de surface extérieure pour un maximum de volume intérieur, histoire de conserver cette chaleur, hein, pour maintenir son corps à bonne température, et surtout pendant les hivers, et pire encore pendant les hivers des périodes glaciaires que nos ancêtres européens, nous les Européens, ont vécu, pas ceux des Africains, puisque vous qui êtes Africains, vous n'avez pas vécu ces sélections. C'est intéressant à comprendre, je le dis encore. D'un autre côté, nous avons perdu tous ces systèmes de fascia économique. On conserve des fascias puisqu'on marche en restitution énergétique, c'est efficace. Mais d'un autre côté, on était obligé de produire de la chaleur, et particulièrement dans les membres inférieurs. Donc le bloc moteur est passé plus des fessiers aux membres, au bas des quadriceps et au triceps sural, c'est-à-dire solaire gastrocnémien, solaire jumeau, hein, donc les muscles des mollets, qui se sont énormément développés chez les Européens, ainsi que le bas de la cuisse, hein, ce qui permettait, avec cette perte de fascia, hein, de ne plus être très économique pendant la marche, mais de produire beaucoup de chaleur, ce qui permettait de rester actif, de continuer à chasser ou à travailler l'hiver quand il faisait froid, en produisant par contraction musculaire de la chaleur dans les membres inférieurs, hein. Les membres supérieurs aussi se sont adaptés à ces chaleurs chez les Européens, à ce froid chez les Européens, avec une meilleure vascularisation aussi. Alors vous avez aussi une meilleure vascularisation, hein, une meilleure vascularisation des extrémités, hein. Vous rougissez des mains, vous rougissez aussi du nez, du visage quand vous êtes européen, hein. Vous avez un meilleur système de thermorégulation par vasoconstriction des petits vaisseaux des mains, qui permettent d'amener du sang aux extrémités pour pas que ça se refroidisse, ce que n'ont pas les Africains. Les Africains gèlent sur place, hein, quand ils sont au nord, et quand il fait très froid, ils ne se sentent pas gelés, alors que nous, les Européens, on a les mains qui chauffent, ça brûle parfois, mais ça permet d'éviter les engelures, les gelures gravissimes qui pouvaient emporter les gens, hein, même, et les rendre handicapés en faisant perdre des membres, hein, ce que n'ont pas les Africains, hein. Ils ne sentent pas ça, ils n'ont pas ce système de vasoconstriction qu'ont les Européens. Puis ces Européens ont ces gros mollets, ont ces gros quadriceps, qui sont absolument pas bons pour la marche, pour la course, le sprint, hein. Hein, c'était pas pour chasser des grosses proies, hein, c'est pour produire de la chaleur, hein, avec les mitochondries qu'il y a dans les muscles, hein, et la conserver dans ces gros, dans ces membres courts et volumineux, qui étaient pas efficaces, hein, pour la course, puisque avoir des gros membres, des gros mollets, c'est comme avoir des lestes de cheville. De plus, l'avantage qu'avaient ces gros mollets, c'est de produire de la chaleur, mais aussi il y a tout un système de pompe
vasculaire qui fait que le sang va passer sous le pied, va être appuyé dans les coussinets et ce sang réchauffé par la contraction musculaire du bas de la cuisse et des mollets va être repropulsé dans tout le corps pour vous faire monter en chaleur, ce qui est un avantage énorme au nord. C'est une espèce de pompe à chaleur qu'ont les Européens dans le bas des jambes et qui malheureusement n'en fait pas des méga coureurs de fond puisque c'est trop lourd, hein, c'est un chauffage central trop lourd à porter. Et puis, donc c'est pour ça que nous avons des types avec des gros mollets, hein, des gros bas de cuisse, et que les Africains, eux, ils ont des fesses bombées et des cuisses en carotte avec des mollets très tendineux. Voilà, c'est la grande différence qu'il y a, et c'est pour ça qu'on retrouve les Africains dans toutes les compétitions aux premières places, hein, que ce soit en sprint, en 200 mètres, et dans toutes les courses qui vont jusqu'aux 40 km, hein, puisqu'ils sont très économiques et ils rebondissent sur leur fascia, leurs tendons, avec leurs grandes jambes et leurs petits bustes et leurs petits poumons au passage. Alors il faut savoir que passer les 50 km, ben là, c'est le royaume des Eurasiens, il y a un peu aussi des Maghrébins des fois, hein. Les trailers, les super trailers, ce sont toujours des types qui viennent d'Eurasie ou qui viennent du Maghreb ou qui viennent d'Asie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont programmés, ils sont génétiquement programmés pour résister à l'hiver, donc ils accumulent plus de gras et malgré leur système de propulsion moins efficace et moins économique que celui des Africains, ils ont de grosses réserves énergétiques de gras sous la peau et dans le ventre, ce qui leur permet de courir moins bien, mais de courir plus longtemps. Et quand l'Africain arrive en panne sèche à 40 ou 50 km, panne sèche d'énergie, l'Européen pourra continuer encore d'une façon modeste à courir, hein, relax, alors si on n'est pas relax à ce niveau-là, hein, mais à courir jusqu'aux 100 km, hein, des distances énormes qui sont dues justement à cette capacité à utiliser des réserves de gras internes et sous-cutanés que n'ont pas développé d'une façon aussi importante les Africains subsahariens, hein, et les Sahéliens. C'est pour ça que nous avons maintenant des super trailers qui sont blancs, jaunes. On pourrait dire même que les Maghrébins sont blancs aussi, d'ailleurs ils le sont, puisque quand on regarde les haplogroupes, hein, c'est un passage autour de la Méditerranée, ça tourne autour de la Méditerranée. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur la course, le sprint, et si les Africains courent vite, et c'est ce qui a été mal compris et oublié des chercheurs et des savants qui ne savent pas grand-chose des fois, c'est que la principale cause de leur performance en sprint et en course de fond, c'est juste d'être adapté à des climats chauds et d'être adapté d'une façon optimale pour ne pas monter en surchauffe et pour ne pas produire de chaleur. Donc, une morphologie faite pour rebondir sur des tendons et des fascias avec de grandes jambes, hein, et un petit buste et un bloc moteur près du centre de gravité, c'est-à-dire les fessiers, qui leur permet d'être extrêmement efficaces et d'avoir tous les podiums. Et on s'aperçoit maintenant que les Africains, puisque Gout est un Africain, hein, de 17 ans, hein, les Africains ont les mêmes capacités que les afro-descendants de Jamaïque, qui ont ces gènes d'Afrique qui leur permettent d'être les meilleurs. Et même s'il y a une part de culturel, hein, dans le fait d'avoir certaines populations, dans certaines pratiques, on s'aperçoit que la génétique est quand même le facteur numéro 1 de la victoire en sport, même si on peut parler des fois de volonté. Je vous répète encore que la volonté dépend aussi souvent de la génétique. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez compris et que vous ne resterez pas dans l'obscurité, dans les ténèbres du non-savoir et de la bêtise souvent universitaire qui utilise une méthode souvent très intéressante, mais est en même temps trop bridée par cette méthode, ce qui ne permet pas aux esprits de s'aventurer dans des zones vierges pour découvrir
et comprendre le monde. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.